Enrôlement des électeurs, audit du fichier, répartition des sièges, contestation de l'opposition. Élection le 20 décembre, oui, mais dans quelles conditions? Édition spéciale ce lundi 29 mai après le journal de 19h avec, à partir de Bruxelles, Denis Kadima, président de la CENI. Rediffusion lundi 29 mai minuit, mardi 30 mai, après le journal de 7h. Chers auditeurs, chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue dans cette édition spéciale. Édition spéciale où nous allons parler Commission électorale nationale indépendante. Enrôlement terminé, répartition des sièges à peaufiner. La loi ou le projet de loi, ou l'avant-projet de loi a été déposé auprès du ministre de l'Intérieur. Le président Kadima qui réaffirme que les élections auront bien lieu le 20 décembre 2023. Mais, question, avec quel acteur, avec quels moyens, dans quelle transparence? Une édition spéciale avec vous aujourd'hui, ici à Bruxelles. Monsieur Denis Kadima, bonjour. Bonjour Christian. Merci d'avoir répondu à notre invitation, profitant de votre passage à Bruxelles. Thierry Kamboundi, bonjour. Bonjour Christian Lusakeno, bonjour à tous, monsieur le Président. Bonjour. Vous êtes avec nous donc, répartition des sièges, ça c'est la dernière information que Top Congo a diffusée en exclusivité. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que tout est prêt, juste après évidemment la révision ou l'audit du fichier électoral? Oui, absolument. Nous avons franchi une étape capitale. On ne peut pas avoir des élections sans avoir enrôlé les électeurs. Et nous avons été en mesure de finir cette tâche dans un délai très court. Et maintenant, nous sommes vraiment lancés dans la phase suivante qui va maintenant faire en sorte que les candidats maintenant vont jouer leur part. Ils vont jouer leur partition. Candidats, partis politiques, ils entrent vraiment dans la danse en tant que parti, en tant que candidat. Jusque-là, c'était une affaire de la CENI et des électeurs. Et maintenant, c'est autour des candidats. Donc, nous avons franchi cette étape et nous en sommes très contents. Président, nous étions avec vous avant le lancement de l'enrôlement, identification et enrôlement des électeurs. On parlait justement de ce court délai. Est-ce qu'il n'a pas conditionné la suite du processus? Est-ce que tout n'a pas été fait dans la précipitation? Parce que tout ce que l'on va évoquer durant cette émission, dit du fichier électoral et autres, nous renvoie au court délai que vous, CENI, avez imposé à ce processus. En fait, le travail a été fait non pas dans la précipitation, mais dans la célérité. Nous étions, dès le premier jour, conscients du fait que nous étions nommés avec 28 mois de retard et que nous n'avions pas le luxe du temps. Ce qui fait que tout ce que nous avons fait, c'était vraiment motivé par le souci de ne pas dépasser les délais constitutionnels. Ça signifie que des grandes opérations comme l'enrôlement des électeurs, qui est l'opération clé dans un processus électoral, devaient être faites dans un délai record. Bien entendu, quand nous avions annoncé notre calendrier électoral, beaucoup de gens ont pensé que nous étions en train de rêver quand nous parlions d'un délai aussi court pour enrôler tant de gens dans un pays aussi vaste et en y ajoutant même 5 pays situés dans 3 continents. Dans la phase pilote de l'enrôlement des Congolais résidant à l'étranger, beaucoup de gens n'y ont pas cru. Nous-mêmes, en interne, nous avons eu des chaudes discussions parce qu'il y avait quand même cette inquiétude, mais ça n'a jamais été fait. L'enrôlement prend toujours beaucoup de temps. Comment on va le faire? Donc, nous nous sommes mis au travail. Si vous vous rappelez, j'ai sillonné presque toutes les provinces du pays. C'était pour motiver, dire aux gens que non, on peut enrôler aussi en peu de temps. C'est notre volonté. Justement, court délai, mais pour quelle qualité de travail? Avec toutes ces plaintes enregistrées dans toutes les aires opérationnelles. Oui. C'est normal qu'il y ait eu justement des plaintes, que les gens aient souffert un peu plus, parce que si on avait donné aux gens 6 mois pour s'enrôler, ça aurait été relax. Mais nous n'avions pas 6 mois. Et je peux vous dire que Comment vous pouvez dire que c'est normal alors que les plaintes étaient liées au travail de la CENI, à la qualité des machines, à la lenteur des agents, etc. Oui, tout ça, c'était les douleurs d'enfantement. Vous savez, nous n'avons pas eu le luxe d'avoir une phase pilote durant laquelle nous aurions testé nos machines, nous aurions mieux préparé nos agents. Nous n'avions pas ce luxe-là. Mais vous avez vu qu'au fil des jours,
ça allait s'améliorant. La première zone où aire opérationnelle a connu beaucoup de difficultés, mais on ne peut pas dire autant de la troisième aire. Il y a quand même eu des plaintes. Au Nord Kivu, au Sud Kivu, dans toutes les aires opérationnelles, il y a eu des plaintes de la même nature, Monsieur le Président. Oui, justement, vous l'avez bien dit, c'est de la même nature. Ça signifie tout le monde a souffert de la même façon. Ce n'était pas que certains étaient à l'aise, d'autres étaient mal à l'aise. Donc, les difficultés que nous avons eues, c'était des difficultés d'ordre administratif, d'ordre technique. Ce n'était pas d'ordre politique. Ce n'était pas, par exemple, que au Bazouélé, c'était mieux que ce qui s'est passé au Maniema. C'était un apprentissage. Mais il faut comprendre que on devait se faire violence. Pas seulement nous à la CENI, mais la population qui tenait aussi et qui tient encore à voir les élections dans les délais constitutionnels a compris, parce qu'il n'y a pas eu des marches, les gens étaient fâchés, les gens n'étaient pas contents au début, mais avec le temps, ça s'est amélioré. Nous n'avons jamais nié cela. Mais je voudrais quand même que vous puissiez reconnaître que c'est du fait de la CENI que tous ces gens ont souffert, ces gens qui ont passé des jours et des jours à attendre pour s'enrôler. C'est du fait de la CENI, du fait des machines de la CENI, du fait du travail de la CENI. C'est ça l'erreur que les gens commettent, parce qu'ils voient les choses avec... en fait, ils s'en tiennent au présent. Mais il ne faut pas oublier que quand on passe 28 mois à négocier pour avoir les membres de la CENI, eh bien, le retard a commencé là. Ce n'est pas du fait de la CENI. C'est-à-dire, ceux qui devaient nous choisir, donc, on commence avec les confessions religieuses, le groupe des femmes, le groupe des ONG, les députés, enfin, au niveau des partis politiques. C'est tout cela qui a fait que les machines ne fonctionnent pas bien? Tout cela a fait que nous ayons un temps limité. C'est tout cela qui a fait que les machines ne fonctionnent pas bien? Je vais vous expliquer. Les machines, nous les avons reçues en phase, mais nous n'avons pas eu le temps comme j'ai parlé de la phase pilote, pour les tester, améliorer ce qu'il y a à améliorer. Écoutez, même une voiture, on ne la fabrique pas, on la met sur les routes. On prend le temps de la tester, on fait même des simulations d'accidents pour voir si ça marche. Nous n'avons pas eu ce luxe-là. Et nous n'avons jamais nié ces difficultés-là. Nous avons expliqué à notre population pour leur dire, écoutez, soyez patients, ça va aller. Et finalement, ça s'est fait. Ça, il faut souligner. Nous l'avons fait en 4 mois. Ça, c'est un exploit. Il faut aussi être en mesure de voir ce qu'on appelle end result, c'est-à-dire le résultat final. Oui. Finalement, en combien de temps? Qui l'eût cru? Est-ce que ce résultat est crédible? Parce que beaucoup ont douté, justement, tenant compte de toutes ces difficultés. Oui. Ils ont dit, mais comment la CENI, qui a eu tant de problèmes à enrôler les gens dans toutes les aires opérationnelles, peut nous brandir ces chiffres aussi impressionnants? Pourquoi il ne serait pas crédible? Mais pourquoi il serait crédible? Si vous avez fait 3 heures, 4 heures, 6 heures dans la file, est-ce que c'est différent? La qualité, disons, à la fin, le résultat, avoir sa carte d'électeur, c'est ce qui compte, non? Mais justement, ma question, c'est pourquoi il serait crédible, ces chiffres? Ça, c'est crédible parce que nous avons enrôlé tout le monde. En tout cas, tout le monde qui avait la volonté de se faire enrôler s'est fait enrôler. Même si parfois il fallait faire des va-et-vient, parce que la durée est courte. Si la durée était longue, ça serait aussi des coûts. N'oubliez pas ça. C'est des coûts énormes. Garder les agents pendant 2 mois, c'est des coûts pour la République. Donc c'est un sacrifice commun. C'est-à-dire nous avons quelque part demandé aux gens de venir s'enrôler sur une courte période, en sacrifiant un peu de leur temps, de leur confort. Mais à la fin, ce qui compte, c'est que le pays ait un fichier électoral qui va leur permettre de voter demain. Et moi, je pense que c'est ça l'essentiel. Les difficultés que nous avons traversées, je mets ça sur le compte du passé. Mais à partir de ce moment, nous avons un fichier, et même, certainement nous allons arriver à ça, même les statistiques que nous avons sorties, et l'avant-projet de la loi, c'est basé sur des données réelles. Ça, c'est un exploit. À ceux qui doutent de ces chiffres, vous dites quoi? L'opposition, et tous ceux qui ont dit que ces chiffres, c'est de l'invention de M. Kadima et tout cela, vous dites quoi? Oui, mais ça c'est l'opposition, c'est la nature de l'opposition. Même la société civile. Hein. Oui, la société civile qui dit ça. Nous leur avons donné la chance de venir durant les journées portes ouvertes, de voir comment ça s'est fait. Nous avons une base de données réelle.
Nous-mêmes, nous vous avons montré des enfants qui étaient enrôlés. Nous-mêmes, nous avons exposé les doublons. Nous sommes arrivés à 2 200 000 doublons qui ont été enlevés. Il y a près d'1 million de mineurs qui ont été balayés. Il y a une autre catégorie, les photos de photos, qui ont été enlevées. C'est des choses que les gens ne connaissent pas sur le plan technique, mais c'est nous qui avons mis ça sur la place publique. Nous n'avons cessé de dire aux gens que ceux qui pensent qu'ils peuvent s'enrôler plus d'une fois, sachent que ça va rimer à rien parce qu'à la fin, ils seront nettoyés. Vous dites chiffres crédibles, mais à ce que l'on entend de ce qu'a été cette opération d'enrôlement, on peut parler de qualité d'enrôlement perfectible. Alors, est-ce qu'on peut avoir des chiffres crédibles quand on a une qualité perfectible, entendez, vous attendiez près de 50 millions, on en a eu 42, il y a 8 millions ou 44, il y a 6 à 8 millions de personnes qui auraient pu faire la différence au moment des élections. Alors est-ce que ce processus, parlons du processus plutôt, il a été ou il est crédible? Nous attendions 49 millions, nous avons enrôlé finalement presque 44 millions. N'oubliez pas que nous n'avons pas enrôlé à Kwamouth, nous n'avons pas enrôlé à Massissi et à Rutshuru. Et Massissi et Rutshuru, à eux seuls, ces deux territoires-là, c'est plein de gens. Oui, mais ce n'est pas 6 millions, ce n'est pas les 6 millions attendus. Et non, quand vous voyez 44 millions, on a vu, lors des processus précédents, on a vu que les chiffres étaient souvent en deçà de ce qu'ils sortaient. Ça tombe, c'était 55 millions, ça aurait pu être 60 millions. Non. Est-ce qu'on n'a pas laissé des gens sur le côté? Les électeurs attendus, c'était 49 millions. Nous ne sommes pas loin de 49 millions. 49 millions attendus. Nous avons enrôlé quasiment 44 millions. Déjà, l'écart entre les deux, ça fait 5 millions. Si vous tenez maintenant compte de Rutshuru et Massissi, c'est des entités peuplées, avec 8 sièges, 7 sièges. C'est peuplé, c'est pas moins de 2 millions, si vous prenez ces deux-là seulement. Ça peut même atteindre 3 si je ne m'abuse. Ils ne voteront pas? Qui? Rutshuru, non. Massissi. Donc, juste pour terminer, c'est pour dire que nous avons presque atteint le nombre projeté. Donc ça, il faut vraiment clarifier. Oui, mais est-ce que le nombre projeté, il n'était pas en deçà de ce qui la réalité est? Voilà. Nous avions 49 millions, point quelque chose. C'est le même chiffre que l'Institut national de la statistique a presque le même chiffre. Nous avons fait de notre côté, eux aussi du leur, et nous sommes presque au même niveau. Parce que c'est des projections mathématiques, ce n'est pas subjectif, c'est mathématique. Vous voyez la croissance de la population, vous tenez compte de l'enrôlement passé, et en tenant compte de tout cela, nous sommes arrivés à 40. Oui, mais tenant compte justement de l'enrôlement passé, tenant compte de la croissance de la population, 44 millions lors du précédent, 49 millions, 5 millions de différence, c'est un peu peu. Non, c'est pas peu, parce que si vous considérez que tout ce qui s'est fait la fois passée était parfait, alors là, vous pouvez dire que c'est peu. Mais nous ne pouvons juger que ce que nous avons fait, et c'est un travail très rigoureux que nous avons fait. Vous avez toujours voulu ou refusé de qualifier ce qui avait été fait avant vous. Est-ce que ce qui avait été fait avant vous, et qui, selon vous, sert de base à ces projections, était parfait? Rien n'est parfait, même ce que nous avons fait n'est pas parfait. Mais vous avez parlé de perfectible. Tout est perfectible. Qu'est-ce qui n'est pas parfait dans votre processus, puisque vous le reconnaissez, même s'il n'y a que... il n'y a que pour Dieu que le parfait est accepté. Qu'est-ce qui, à part les machines, à part les politiques qui ont perdu du temps, qu'est-ce qui vous gêne dans ce que vous avez réalisé? Qu'est-ce que vous auriez voulu faire de mieux? D'abord, j'aurais bien voulu avoir enrôlé à Rutshuru et à Massissi. J'aurais bien voulu enrôler à Kwamouth. Il y a même certains segments de la ville de Kinshasa, au Maluku, il y a des endroits où nous n'avons pas pu enrôler. Qu'est-ce que je pouvais faire mieux? J'aurais bien voulu avoir le double des kits d'enrôlement que j'avais. Parce qu'avec ce que nous avions, nous avons enrôlé trop de gens dans trop peu de centres d'inscription. J'aurais bien voulu qu'on ait le double. Ça aurait signifié qu'en 1 mois, on aurait enrôlé et sans trop de difficultés. J'aurais souhaité avoir le temps pour que les machines soient testées. Parce qu'en fait, les gens ont raté l'occasion d'apprécier et d'admirer les machines performantes que nous avons. Parce que ces machines
sont pleines d'innovation. D'abord, le poids. C'est une machine qui ne pèse que 13 kilos, alors qu'avant, ça pesait 21 kilos. Ça signifie que dans des terrains difficiles, nos gens pouvaient mettre ça sur le dos et avancer avec. Ces machines ont plusieurs fonctions, comme on appelle all-in-one, des kits qui peuvent scanner, qui peuvent photographier, qui peuvent faire une multitude d'opérations. Mais la qualité des cartes qui en sortaient a été remise en cause. Aujourd'hui encore, les gens disent, ouais, posez la question à nos auditeurs, posez la question au président Kadima, comment se fait-il que 2-3 mois seulement après l'enrôlement, des écrits commencent à s'effacer, etc. Hier, c'était la qualité des photos et tout ça, voilà. Je ne sais pas, est-ce que vous avez ce cas-là? Votre carte Non, je n'ai pas ce cas, mais j'ai entendu cela déjà. Je vais poser la même question à Christian, mais écoutez, mais moi, ma carte ne s'efface pas. Mes collègues autour de moi, les gens que j'ai rencontrés dans ma famille, en fait, c'est un petit pourcentage. Les gens doivent comprendre les notions de proportion. Quand vous avez 44 millions de gens et que 100 000 ont des problèmes, je donne un exemple comme ça, on va faire le bruit sur les 100 000. Mais nous avons déjà trouvé une solution. Nous allons distribuer des duplicata à ceux qui ont ce type de problème. Dans les regrets que vous n'avez pas le fait que la participation à l'organisation ne soit pas plus élargie. Aujourd'hui, on parle, c'est vrai qu'on va en parler peut-être plus tard, de cette opposition qui gronde. Est-ce que dans vos regrets, il n'y a pas le fait qu'il n'y ait pas une participation plus large à tout ce processus ? À tout ce qui s'est fait? Si, par exemple, ceux qui voudraient vous rencontrer aujourd'hui, ceux qui contestent tout, auraient pu participer plus, vous accompagner, être les témoins de ce qui a été réalisé, cela n'est pas votre regret? Non, parce que vous m'avez posé la question de savoir ce que j'aurais fait de mieux par rapport à l'enrôlement des électeurs. Oui, mais si vos opposants participaient à cette opération, cela aurait permis peut-être, ou vous aurez obligé à faire plus. Bon, d'abord, je ne considère pas que j'ai des opposants à moi. On peut être opposant à la majorité, pas au processus électoral, pas du moins à la CENI, parce que la CENI n'est pas un acteur dans la compétition. Mais par contre, si des Congolais décident de ne pas participer parce qu'ils sont mécontents d'un point ou d'un autre, ça c'est vraiment leur liberté. Je ne peux pas en tant que CENI faire plus que ça. Tout ce que je peux faire, c'est continuer à garder ma porte ouverte. Et tel a été le cas. J'ai toujours gardé ma porte ouverte. Ceux qui sont venus à titre individuel nous rencontrer et faire des propositions, nous les avons reçues. Dans le regret, justement, Président, j'aurais voulu que vous parliez également de tous ces doublons, de ces 3 millions des Congolais qui ont été 3-4 écartés du fichier électoral. Ça veut dire peut-être que le premier filtre qui a été l'enregistrement des électeurs n'a pas suffisamment bien fait son travail. Sinon, on n'aurait pas retrouvé autant de mineurs, autant de doublons, etc. Je vais vous expliquer une chose. Notre système électoral n'est pas informatisé à chaque étape. Si nous étions informatisés à chaque étape, ce qui allait coûter des millions, si pas des milliards de dollars, nous n'aurons pas eu ce problème-là. Il faut d'abord noter que notre système prévoit qu'on donne la carte au moment de l'enrôlement. Dans beaucoup de pays, ce n'est pas le cas. Dans beaucoup d'autres pays, même en Afrique, on vient s'enrôler et puis on revient plusieurs mois après pour retirer sa carte. Donc, le nettoyage dont nous parlons là, tout ça, ça se fait pendant que vous attendez votre carte. Nous n'avons pas ce luxe-là. Nous nous donnons sur place. Et quand même, on enlève ces gens qui se sont fait enrôler plus d'une fois parce qu'on ne peut pas leur refuser. Si vous allez d'un centre à l'autre, ils ne sauront pas que vous êtes fait enrôler. Ça, ce n'est pas une faute de la CENI, mais c'est la faiblesse du système mis en place. Alors, quelqu'un qui va s'enrôler comme ça peut penser qu'il a fait un bon coup, il a 4, 5, 6, 10 cartes, mais en réalité, quand nous allons faire le nettoyage, et quand nous avons fait le nettoyage, nous avons éliminé tout. Nous n'avons gardé que le dernier enrôlement. Les mineurs? C'est-à-dire nous avons éliminé tous les doublons. C'est-à-dire si Thierry Kamboudi s'est enrôlé 10 fois, nous n'allons considérer que votre tout dernier enrôlement, ce que vous avez fait précédemment, nous les éliminons. Et les mineurs?
Les mineurs pouvaient être identifiés. Les mineurs sont identifiés. Le comble, c'est que les gens qui l'ont fait vont garder la carte, mais c'est une carte sans valeur. Non, je parle de l'enrôlement. Oui. Comment? Non, les mineurs, oui, là je vais vous expliquer. Vous savez, quand nous recrutions pour l'enrôlement, il y a des partis politiques qui mobilisaient les gens sur les réseaux sociaux, qui disaient à leurs gens, allez vous faire recruter au niveau de la CENI, parce qu'ils espéraient influencer le processus. Et nous, quand un candidat se présente et qu'il réunit les conditions, il est congolais, il a la formation requise, l'expérience requise, nous le prenons. On a même dit que certains vous ont recommandé des gens. Certains partis politiques vous ont recommandé des opérateurs. Les partis politiques essayent toujours de tirer avantage du système. Mais nous avons organisé un test pour tout le monde. Ceux qui ont réussi peuvent avoir été issus des partis politiques, mais n'ont pas été recrutés parce qu'ils sont des partis politiques. Mais c'est des Congolais qui ont... Donc ce sont ces opérateurs-là qui probablement ont fait enrôler des mineurs. Il y a parmi eux des gens qui ont justement essayer de saboter le processus en faisant ces enregistrements-là des enfants qui ont voulu manipuler le processus, parce que n'oubliez pas, tant que nous aurons lié, tant qu'il y aura cette corrélation entre le nombre de personnes inscrites et le nombre de sièges, les politiciens tous se battent pour avoir beaucoup plus de sièges. Et nous recevions des appels des politiciens qui nous disent « mais chez nous, on n'a pas enrôlé suffisamment, envoyez-nous beaucoup plus de machines. » Tout ça, c'est dans le but d'avoir un peu plus de sièges. Donc, c'est toute cette compétition, c'est toutes ces pratiques-là qui ont fait qu'à un certain moment, on a vu dans les réseaux sociaux des vidéos des gens... Justement, j'allais terminer par là, que vous puissiez dire un mot sur cette série de polémiques, des machines avec des gens qui se faisaient enrôler chez eux à la maison, des gens qu'on a arrêtés avec des machines... Non, on n'a jamais arrêté quelqu'un avec une machine. On a vu des machines dans les véhicules d'un député, etc. Non, c'est faux. Massamuna, Massimanimba dans le Kouilo. Kassai. Non. En fait, dans ces choses-là, il y a trop d'émotions. La vérité est que on nous a jamais montré une seule machine dans les mains d'un privé. La seule machine qu'on a vue dans un véhicule, c'était, je pense, dans le Haut-Katanga, c'était un accident de circulation. Nos gens ont évité de cogner une dame qui traversait avec un enfant. Et eux-mêmes sont allés maintenant faire un accident. Et tout ce qu'ils ont fait, c'était ramasser... Un véhicule de la CENI. Un véhicule de la CENI ou loué par la CENI pour faire son travail. Un accident de circulation auquel tout le monde peut être... un accident normal de circulation. Et malheureusement, il s'est fait qu'il y avait une machine là-dedans, c'était normal. C'est un accident, donc il n'y a pas... Et à Massamuna, on a arrêté une personne au Kouilo. Entre Kenge et Massimanimba. Oui, mais Kouilo et Massimanimba, c'était même pas un véhicule, c'était pas un accident. On a parlé des cartes. Des cartes retrouvées chez... Oui, mais là aussi... Le proche d'un candidat. Thierry, nous n'allons pas quand même penser que tous les 110 000 agents que nous avons là, parmi eux, il n'y a pas de personnes malhonnêtes. Il y a des gens malhonnêtes, il y a des gens qui sont partisans. Et nous avons identifié la personne, nous l'avons sanctionné. Cette personne, nous l'avons amenée la police est venue le prendre. Et là, la CENI a fait sa part. Ce qui est important, ce n'est pas qu'il y ait des gens mal intentionnés. Ce qui est important, c'est la réaction de la CENI. Partout où il y a eu des problèmes, il y a même des cas, vous parlez des kits, personne ne nous a jamais montré un kit volé. Par contre, nous-mêmes, dans la commune d'Engaliema, nous avions identifié quelqu'un qui tentait d'enrôler les gens chez lui à la maison. Nous l'avons fait saisir et puis révoquer. Donc, il y a des choses qu'il faut comprendre. Et ça, j'aimerais vraiment que vous compreniez. Nous n'avons jamais perdu une seule machine à enrôler. Aucune. Mais il y a beaucoup de bruit sur ça. Tout est faux. Tout est faux. Tout est faux. Faux, complètement faux. Vous avez récupéré toutes les machines déployées. Nous n'avons pas récupéré. Elles sont restées là où... Elles sont restées là où elles étaient. Aucune. Donc, ne vous fiez pas à la mise en scène qui est faite où on veut... C'est tout un montage pour donner l'impression que les machines sont dans les maisons des gens. Ça, il y a eu des bévues, mais là, c'est des individus
et que nous avons sanctionné quand ça s'avérait vrai. Vous avez parlé de véhicules dans le Kassai d'un député. Nous n'avons vu que les fiches d'enrôlement dans cet accident-là. On n'a jamais vu autre chose que ça, encore moins un kit d'enrôlement. Cependant, on en a parlé partout comme si c'était une vérité, alors que ce n'était qu'une rumeur et finalement c'est devenu... Et la CENI, le rapporteur de la CENI n'était pas là pour démentir à ce moment-là. Si, nous avions démenti, nous avons fait des communiqués, nous avons parlé de ça, mais les gens écoutent de façon sélective. Alors vous dites, vous reconnaissez la qualité de l'enrôlement perfectible, mais vous dites que les chiffres sont crédibles. Alors si c'était à ce point crédible, pourquoi avoir fait l'audit de ce fichier, ou fait faire l'audit de fichier, pas par ceux que l'on connaît d'habitude, notamment la francophonie, même si certains politiques se sont dévoilés après, notamment sur Top Congo, en disant qu'ils ne voulaient pas que ce soit la francophonie qui le fasse, mais par des spécialistes, certes, mais des spécialistes qui amènent un certain doute, parce que pas représentant d'organisations reconnues. Là aussi, c'est trop de bruit pour rien. Parce que nous avions parlé au début de cette émission de la difficulté que nous avions par rapport au temps nous imparti. Donc, tout ce que nous avons fait a été fait en un temps record. Alors, quand nous avons invité la francophonie pour auditer le fichier électoral, ça fait partie, parce que ce n'est pas une exigence légale, c'est nous-mêmes dans notre calendrier, nous l'avions déjà indiqué. Le 26 novembre 2022, quand le calendrier sortait, il avait déjà comme à la date du 20, disons, du 15 au 20 mai, honorer l'audit. Donc, c'était déjà dans le calendrier de nous-mêmes, de notre propre chef. Personne ne nous a forcé de le faire. Évidemment, on s'est dit, l'OIF l'a fait la fois passée. En 5 jours. L'a fait la fois passée et les gens semblent avoir été satisfaits du travail. C'était en 5 jours. C'était 21 jours. 21 jours, oui. Ils l'ont fait en 21 jours. On les invite. On allait négocier du temps, peut-être quelques 2-3 jours, pas plus que ça, parce que ce temps-là, nous ne l'avons pas. Mais ils disent qu'ils ne pouvaient pas le faire dans un si court délai. Ça, c'est la raison officielle qu'ils ont donnée, mais je pense que quand nous avons eu notre debriefing avec eux après leur mission, ils n'ont pas parlé du temps. Ils ne sont pas encore même, ils sont même pas arrivés parce qu'ils savaient que le temps pouvait être légèrement négocié. Mais ils nous ont parlé que du rejet. Eux-mêmes nous ont dit ceci. Peut-être c'est une révélation que je vais vous faire. L'équipe de l'EIF nous a dit que ce n'est pas possible pour eux de travailler sur ce fichier. Ils ne pouvaient pas faire cet audit. Pourquoi? Parce que les Congolais ne veulent pas d'eux. Ils ont rencontré la société civile, ils ont rencontré les partis politiques. Ils nous ont étonnés en nous disant qu'il n'y a pas que la société civile qui n'a pas voulu d'eux. Même les partis d'opposition se sont opposés à leur présence. Ce n'est pas plutôt les partis, parce que édition spéciale reçue ou face à face reçue sur Top Congo, il y a quelques jours, Lambert Mende de l'Union Sacrée disait que les leaders de l'Union Sacrée allaient s'opposer catégoriquement à ce que ce soit la francophonie qui le fasse. C'est pas plutôt eux que les autres? Non, en fait, ils nous ont étonnés en nous disant que même les opposants se sont opposés à eux. N'ont pas voulu d'eux. De la francophonie. Certains opposants, ils n'ont pas cité de nom. La francophonie, moi je vous parle d'un rapport, en fait, d'une conversation que l'équipe exploratoire a eue avec moi-même et certains de mes collègues. Donc le refus de l'OIF, ce n'était pas lié au temps, au délai, non, mais au refus de la classe politique. Vous savez, même quand vous verrez, beaucoup de missions vont commencer à arriver pour faire l'observation. L'une des questions qu'on se pose, c'est que est-ce que nous sommes acceptés? Est-ce que nous sommes acceptables comme une entité qui peut faire ce type de travail? Eux, ils se sont posé cette question. Ils ont même dit ceci. Ils ont dit que si eux, ils venaient faire l'enrôlement, ils allaient en fait devenir un problème additionnel à tout ce que nous avons déjà comme problème. Mais quand ils ont fait leur communiqué, ils ne pouvaient pas donner une raison politique, ils ont donné une raison technique. Mais est-ce qu'en 5 jours? Est-ce qu'en 5 jours, on peut faire ce travail? 21 jours, les processus précédents, 5 jours avec vous. Après, est-ce qu'on peut faire l'enrôlement des électeurs en 4 mois? Ben, vous dites que oui, mais est-ce qu'en 5 jours, on peut faire... on peut tout auditer? Ça, c'est pas à vous à répondre, c'est aux indépendants à auditer. Est-ce qu'il y a 5 mois, vous
pouviez vraiment imaginer qu'on pouvait enrôler les Congolais en 5 mois? Oui, mais aujourd'hui, 5 mois plus tard, et on en parle encore dans l'émission, on parle de qualité d'enrôlement perfectible et vous le reconnaissez vous-même. Non, l'enrôlement perfectible, tous les enrôlements au monde sont perfectibles. Tous. Oui, mais particulièrement celui de la République démocratique du Congo. Non, écoutez. Est-ce que vous avez été aux États-Unis, vous avez vu comment on s'est enrôlé, vous avez été ici en Belgique, vous avez vu comment l'enrôlement s'est passé? Oui, particulièrement en France. C'était parfait. On n'a pas eu de cas de panne de machine parce que nous étions déjà expérimentés en ça. Nous avons mieux formé, nous avons mieux supporté techniquement ces machines. Et les personnes à enrôler étaient plus au fait de la manière à laquelle cela doit se faire dans un environnement plus développé, où les gens sont habitués à l'usage du téléphone. Ils ont utilisé le Prérap, qui est une application, une autre innovation de la CENI. Donc, écoutez, si nous avons fait l'enrôlement en 4 mois, parce qu'il faut comprendre, chaque équipe de la CENI a sa philosophie. Nous pensons qu'avec des petites innovations, nous pouvons gagner le temps que nous n'avions pas. Et pour nous aussi, si nous prenons des professionnels, des gens outillés, ils vont faire ce travail-là. D'ailleurs, on a posé la question à Madame Janet Lave. On lui a dit, est-ce que, un peu la même question que vous me posez, si vous aviez un peu plus de temps, est-ce que vous feriez mieux? Elle a répondu que si on avait un peu plus de temps, on aurait eu un peu plus de temps pour dormir. Mais la question, Président, c'est comment auditer en 5 jours un fichier de 47 millions de personnes? Nous avons une machine, un logiciel très performant. Ça s'appelle Megamatcher. C'est-à-dire, en quelques temps, on peut prendre votre nom, en fait, une unité, et la comparer à tous les 47 millions qu'on avait à l'époque pour voir comment on appelle, les doublons. Donc, il faut comprendre que la technologie aussi a évolué. Ces gens, ce qu'ils nous donnent aujourd'hui, ce n'est pas ce qu'ils avaient en 2018. Aujourd'hui, même pour les traits des enfants, comment reconnaître les enfants, la machine le faisait. Mais évidemment, il y a toujours des aspects humains où il faut intervenir. Par exemple, parfois, on avait des problèmes parce que la machine détectait certaines personnes comme mineures alors que c'était des pygmées. Donc, il y avait des problèmes comme ça. Mais là, l'homme devait venir aussi intervenir. Donc, c'est de cette intervention humaine, peut-être que jaillira les problèmes. Nous a exigé beaucoup plus de temps. Mais la machine elle-même, si on s'en était tenu qu'à la machine, ça aurait été extrêmement rapide. Mais il faut à un certain moment venir vérifier. Et ce travail-là a été fait sur 20, c'est-à-dire on a fait ça avec 3 shifts, donc de 8 heures chacun. Donc, comprenez une chose, l'audit, d'abord, la présidente de cette équipe-là d'audit était jusque récemment la vice-présidente de la commission électorale sud-africaine, outillée dans la gestion électorale, et sa spécialité dans cette commission-là, c'était le fichier électoral. Ils avaient aussi un informaticien venant du Malawi et les experts congolais. Et justement, comment vous les avez... Ils ont fait un travail, en notre sens, de qualité parce qu'ils ont testé le logiciel, ils ont testé la base de données et ils sont sortis de là satisfaits. Et nous-mêmes, on est satisfaits parce que quand nous mettons sur la place publique tout ce qu'il y a eu comme difficulté et tout ce qu'il y a eu comme problème que l'audit interne à la CENI a pu identifier. Moi, je suis satisfait. Je pense qu'ils ont fait un bon travail dans un délai très court, mais ils l'ont fait. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui compte? Ce qui compte, c'est qu'il faut avoir une bonne méthodologie. Et leur méthodologie était très sound, donc très bonne. Très bonne, ouais. Parlons du choix de ces auditeurs, Monsieur le Président. La semaine dernière, sur Top Congo, le secrétaire général de la CENCOM, Monseigneur Cholet, vous reprochait d'avoir choisi des individus plutôt que des organisations connues. Vous avez parlé de la francophonie, mais pourquoi n'avoir pas choisi une organisation dotée d'une personnalité juridique, etc., plutôt que des individus, et des individus qui, selon certains acteurs politiques, sont vos amis, entre guillemets, que vous connaissez, parce que vous avez travaillé un peu partout en Afrique? J'ai beaucoup d'amis, donc c'est normal que des gens qui travaillent dans le domaine électoral me connaissent et que je les connaisse. Donc, c'est pas ça vraiment le problème. Voilà ce qui s'est passé. Avec la francophonie, nous avions déjà perdu une semaine parce qu'après une semaine de
mission exploratoire, ils ont décidé de ne pas venir. Et le temps était maintenant réduit. Les services, en fait, il y a cette lourdeur quand vous travaillez avec une organisation. La francophonie, nous l'avions déjà invité 2 mois plus tôt. Quand ils sont venus là, c'était après 2 mois de discussions, on vient à telle date et tout ça. Donc, on savait que recourir encore à une organisation, il y aura cette même lourdeur. Ça, c'est d'une part. D'autre part, il y a des Congolais qui ont dit que nous pouvons aussi faire ce travail. Pourquoi amener une organisation extérieure pendant que d'autres, notamment la CENCO, comme vous avez dit, et certaines personnes dans la communauté des bailleurs ont pensé qu'il fallait nécessairement que ce soit une institution. Nous avons coupé la poire en 2 et nous avons invité... Vous avez choisi les points de vue des Congolais. C'est-à-dire certains Congolais qui vous ont dit que c'était possible qu'ils fassent ce travail. Ils ont dit que c'était possible, mais la plupart n'avaient pas le profil. Quels Congolais? Vous n'avez pas été influencé par une partie de la classe politique qui ne voulait pas des organisations plutôt que des individus? Parce que vous dites qu'il y a des Congolais qui ont dit que c'était possible de faire ça. La CENI qui agit en tant qu'une institution indépendante, parce que nous pensons que nous ne faisons pas ici de la co-gestion des élections. Nous gérons les élections en tant qu'une institution indépendante. Nous ne pouvions pas accepter que, par exemple, quelqu'un, au niveau de la communauté internationale, désigne l'organisation qui allait venir faire l'audit. Nous pensons que ça serait une négation de notre propre indépendance. Même pas au niveau national? Au niveau national, les observateurs ne peuvent qu'émettre un avis et c'est à nous de juger, de décider. Parce qu'à la fin, la décision revient à la CENI. La pression du pouvoir, de la majorité, pour aller dans un sens plutôt que dans l'autre. La pression du pouvoir, de la majorité au pouvoir, pour aller dans un sens plutôt que dans l'autre. Sur cette question, nous n'avons même pas eu de discussion avec les partis politiques, qu'ils soient de l'opposition ou de la majorité. Je pense que le problème s'est posé plus au niveau des observateurs de la société civile ainsi que de la communauté internationale. Les partis politiques n'en ont pas parlé avec nous personnellement. Maintenant que la société civile et une partie de la classe politique remettent en cause cet audit du fichier électoral suite au choix que vous avez fait des individus plutôt que des organisations, qu'est-ce que vous pouvez dire? Moi, je ne pense pas que la majorité de ces organisations rejettent le travail qui a été fait. Si je vous montrais mon téléphone, il y a plein de félicitations. Moi, je m'en tiens en communiqué, Monsieur le Président. Moi, je vous dis que si vous regardez... Je m'en tiens en communiqué des organisations, la CENI, que la CENCO a communiqué, les CC, les opposants ont communiqué. Non, vous savez, je pense que certaines organisations de la société civile sont très bien organisées dans la contestation. Ça ne signifie pas que quand 5-6 organisations disent la même chose, ça signifie que c'est ça la tendance. Vous parlez de la CENCO? Il n'y a pas que la CENCO, il y a d'autres groupes dont je ne connais pas les noms. Mais moi, je parlais d'eux. Non, si vous parlez de la CENCO, je vous dirais qu'elle n'est pas la seule. Il y a des organisations qui ont une même coloration, qui tous diffusent le même message. Nous recevons les mêmes messages. Que la CENCO? Oui, et le contenu est le même, mais c'est des structures très voisines, très apparentées. Très bien organisées dans la contestation. Dans la contestation. Il y en a qui contestent, vous le dites, mais vous avez dit que vous avez reçu sur votre téléphone. Est-ce qu'il y en a qui saluent ça? Est-ce que notamment la francophonie... Non, mais officiellement, je parle. Que disent les spécialistes? Vous êtes de ce monde depuis de nombreuses années. Vous avez dit que vous avez de nombreux amis dans le milieu. Est-ce qu'il y en a qui officiellement se prononcent pour féliciter la qualité du travail d'audit? D'abord, je dois vous dire que les gens sont étonnés que cette histoire fasse polémique. Parce que dernièrement, c'était le Kenya. C'est la commission électorale qui a nommé les auditeurs et c'est elle-même qui les a rémunérés, qui a défini les termes de référence. En fait, c'est un outil de gestion. C'est que les gens parfois oublient. L'audit est devenu comme une occasion d'attraper la CENI, la main dans le sac. Ce n'est pas ça. En réalité, c'est que nous avons fait notre travail, nous l'avons audité en interne. Venez un peu, vous, de l'extérieur, qu'est-ce que vous en pensez? Quelle sera votre méthodologie? Et dites-nous ce que vous en pensez. Faites-nous des recommandations pour le futur. C'est comme ça que ça se passe. Mais ici, parfois, on oublie que c'est la CENI qui a initié cela. C'est la CENI, avant que tout le monde n'y pense, avait déjà invité la francophonie. Mais
ce qui est arrivé est arrivé. Donc aujourd'hui, satisfait de l'enrôlement, satisfait du fichier, satisfait de l'audit du fichier. Par contre, il y en a beaucoup, parce que la conséquence, la prochaine étape, c'est la répartition des sièges. Top Congo, je le disais tout à l'heure, les a publiés en exclusivité. D'abord, vous confirmez que les chiffres que nous avons publiés sont bons ? Les chiffres que vous avez communiqués sont corrects, mais je ne sais pas où vous avez attrapé ça. Non, le problème est que si je vous pose la question, c'est pas que j'ai des doutes de leur qualité, mais cela nous permet d'emboîter sur les réactions des uns et des autres. Faustin Luanga, on ne peut pas l'accuser, lui, d'être de l'opposition. Bossobolo, 148 568 enrôlés, 2 députés. Combien 148 568 enrôlés, 2 députés. Kindouville, Maniema, 158 542 enrôlés, soit à peu près 10 000 enrôlés supplémentaires, un seul député. Comment vous expliquez cela ? Oui, c'est justement, ça montre que nous devons peut-être expliquer un peu plus. Ça, c'est la loi. Vous voyez, la loi sur la répartition des sièges s'articule à 2 niveaux. Il y a un niveau pour déterminer ce que chaque province va recevoir. Là, on calcule le quotient électoral national. Maintenant, une fois qu'on sait ce que chaque province va recevoir, il y a un deuxième seuil, un deuxième calcul. C'est ce qui fait que, comme lui, là, il compare des territoires dans 2 provinces différentes. Maniema et Nord-Ubangi. Oui, ça ne peut pas marcher du tout. Et donc, vous trouvez normal au niveau national, normal au niveau national que plus de personnes soient représentées. Non, mais attendez, là, on est au Congo. Ouais. C'est peut-être la loi qui est perfectible, mais donc il est normal qu'au niveau national, plus de monde et moins de députés. 158 542 de Kindouville n'ont qu'un député, 148 000, 10 000 de moins en ont 2. Tout à fait normal selon l'application. Si vous appliquez la loi, c'est comme ça que ça sort. Rappelez-vous de ce que je viens de dire. La première étape, au moyen du quotient électoral, vous avez ce que chaque province va avoir. Là, c'est la représentation proportionnelle. Maintenant, quand vous arrivez au niveau de province, et là, il y a un deuxième calcul. C'est ce qui fait que si maintenant vous prenez ce qu'une province a, parce que je vous donne un exemple. Une province qui a, par exemple, 2 territoires, ça n'existe pas, aurait beaucoup de sièges par territoire qu'une province qui a beaucoup de territoires. Donc, quand vous faites tous ces calculs-là, vous ne pouvez pas prendre ce que, par exemple, Massimanimba a et vous comparer à Djougou. C'est impossible parce que, selon les calculs, c'est déjà faussé parce que vous n'utilisez pas le même dénominateur. Némi Moulania, ex-FCC, sur Twitter aussi, parle de Baraka, Ouvira, Kamituga exclus de la répartition des sièges. D'abord, je dois dire que je suis très content de constater que M. Némi, qui est du FCC, s'intéresse à ça parce qu'eux, ils sont dans le boycott. Donc, je me rends compte qu'il n'a pas boycotté, j'en suis content. Alors, pour répondre à la question, ça, c'est le travail du ministère de l'Intérieur. Le ministère de l'Intérieur, c'est eux qui définissent si telle entité devient une ville, si tel territoire devient une ville ou pas. Mais la CENI n'a aucun rôle à jouer là. C'est ça. Et donc, le ministère de l'Intérieur, attention, c'est sensible ce dont on est en train de dire, pourrait exclure de la répartition des sièges Baraka, Ouvira et Kamituga. Ils n'ont pas exclu. Voilà, je vais vous expliquer peut-être un peu plus en détail. Voilà ce qu'il y a. À un certain moment, la CENI devait préparer ce travail d'enrôlement des électeurs. Nous avons écrit au vice-premier ministre de l'Intérieur de l'époque. J'en ai parlé au Premier ministre plus d'une fois. Je leur ai dit que nous devons cristalliser nos calculs. Si nous n'avons pas de réponse de vous jusqu'à une certaine échéance, nous allons utiliser la situation actuelle et on ne pourra plus changer. Et c'est ce qui s'est fait, quand bien même il y a eu des changements après, nous ne pouvions plus... Donc c'est le gouvernement qui a tardé. C'est le gouvernement qui n'a pas pu faire ce travail-là à temps pour diverses raisons. Donc M. Némi Moulania peut se plaindre du fait que ces villes soient exclues de la répartition. Dans sa communication, je n'ai pas l'impression qu'il s'en prend directement à la CENI, mais en réalité, ce n'est pas la CENI qui détermine ces choses-là.
Président, je voudrais que vous puissiez nous dire comment vous avez, même dans des provinces qui n'ont pas, où vous n'avez pas pu enrôler, on a parlé du Massissi, du Rutshuru, le Mai-Ndombe avec Kwamouth, Kinshasa avec une partie de Maluku et tout ça, comment vous avez fait des projections pour que les Congolais comprennent? Parce que vous dites par exemple que le Nord Kivu, en termes du nombre de députés, c'est la deuxième province du pays avec 47 députés, entre parenthèses, sièges non enrôlés intacts. Comment vous l'expliquez? Bon, voilà ce qu'il y a. Nous avons, encore une fois de plus, un problème de temps. Nous devons, d'ici, enfin, à l'époque, on se disait, le 22 mai, nous devons avoir déjà publié justement cette proposition de répartition de sièges. Alors, qu'est-ce qu'on fait de ces entités là où il y a instabilité? Pour qu'on puisse avancer, on a dit, bon, on peut se référer à leur performance historique. Et ça, c'est, pour moi, et nous, au niveau de la Commission, c'est plutôt un acte de solidarité. Nous n'allons pas punir les gens qui sont déjà punis par une guerre atroce qui leur est imposée dans leur milieu de résidence. Alors, on leur réserve, c'est une réservation de sièges. Et puis, quand il y aura un peu plus de paix, ça peut être, je ne sais pas, au mois de juillet, au mois d'août, au mois de septembre, nous allons les enrôler pour qu'ils aient la carte d'électeur afin de pouvoir voter. Et si le nombre d'enrôlés fait qu'ils aient plus ou moins de députés que ce qui est prévu? Ici, en fait, c'est une négociation ici. S'ils ont plus, parce que quand vous regardez 2006, 2011, 2018, ils sont plus ou moins stationnaires. Donc, nous pensons que c'est une justice qui est basée sur la performance historique. On ne pouvait pas faire plus que ça. Encore que les combats ont poussé beaucoup de gens à l'exil, à aller se réfugier ailleurs, peut-être à s'enrôler ailleurs. Et aujourd'hui, ces territoires, on parle principalement de Rutshuru, de Massissi et peut-être aussi de Kwamouth, pourraient se retrouver demain ou auraient pu avoir vu nombre de leur population s'enrôler dans d'autres territoires. C'est pas impossible, mais évidemment, il fallait pas quand même consacrer cette division du pays en disant que bon, écoutez, vous n'avez pas pu vous enrôler et vous n'avez rien. On doit leur réserver quelque chose. On ne pouvait pas les exclure. Ce que vous avez fait au Nord Kivu, vous l'avez fait aussi au Mai-Ndombe pour Kwamouth? Vous leur avez réservé aussi des sièges? Un siège. Oui. L'autre question, c'est par rapport à tout ce qu'on vous a attribué sur l'espace Kasaï. L'opposition, à un moment donné, a dit que vous avez renforcé, multiplié le nombre des centres au Kasaï pour avoir plus d'électeurs. Évidemment, nous avons entendu ça et on a même dit que nous avions diminué au Katanga. Je peux vous dire que le Haut-Katanga a un siège de plus. Deux. Le Grand Katanga a 2. Non. Le Haut-Katanga. Le Haut-Katanga a un siège de plus. Un siège de plus. Et ils ont effectivement parlé du Kasaï. C'est pour vous dire, en fait, moi je pense que ça c'est vraiment une preuve qu'il y a beaucoup de rumeurs, qu'il y a beaucoup de calomnies par rapport à la CENI. Parce qu'aujourd'hui que ces chiffres-là sont sortis, il y a très peu de commentaires par rapport à la zone Kasaï, qui a changé de façon vraiment marginale. Oui, mais aujourd'hui, vous dites qu'il y a beaucoup de calomnies, beaucoup de choses se disent, beaucoup de choses sont des mensonges. Pour faire taire tout cela une bonne fois pour toutes, alors qu'on a besoin de sérénité. Attention, nous sommes en 2023, année électorale, le 20 décembre, on va voter, la tension monte, on a vu ce qui s'est passé récemment à Kinshasa, on a déjà ce qui se passe à l'Est et au Mai-Ndombe. Pourquoi ne pas faire définitivement taire, c'est la troisième fois qu'on aborde le sujet dans cette émission, les différends qu'il y a avec l'opposition. Je ne parle pas de la CENI et de l'opposition, je parle de l'opposition de la majorité, qui majorité couvre la CENI. Est-ce que vous, CENI, vous n'êtes pas... c'est une invitation, on vous propose. Vous n'êtes pas prêt directement en public, peut-être si possible, pour que plus jamais on en parle, prêt à être confronté à cette opposition dans un grand débat où tous les points qui posent problème, on l'a vu récemment, l'opposition a voulu faire sit-in à la CENI, on lui a refusé l'accès, une confrontation publique. Vous savez, sur tous ces points, un grand débat. Ici, nous sommes en train de parler, je vous donne des chiffres, je vous donne des éléments. Vous êtes à mesure, Thierry et Christian, vous êtes à mesure de me dire que au mois de novembre, on s'est rencontrés, vous aviez dit ceci, et aujourd'hui, quelle est la situation?
Moi, je pense que vous avez cette possibilité-là parce qu'effectivement, tout ce que je vous ai dit à l'époque est en train de se concrétiser. Vous pouvez poser la même question à l'opposition. Vous avez dit que la CENI est en train de préparer la fraude, mais nous n'en voyons même pas de traces. Nous n'en voyons pas de preuves. Nous sommes en plein, à la fin de l'enrôlement. Tout ce que vous avez raconté ne se matérialise pas. C'est vous qui devez les défier. Vous ne devez pas défier la CENI parce que ce que la CENI a dit, c'est ce que vous voyez. Nous sommes en train de dire que si nous les recevons, ils vont vous attaquer en nous répondant. Il ne s'agira pas de débattre, il s'agira de mettre un point clair aux différentes questions précises que chacun se pose pour rassurer tout le monde. Essayons l'expérience. Pour ça, vous êtes prêts. Et moi, je vous préviens déjà que n'oubliez pas ce que je viens de dire ici. La stratégie de certains politiciens, c'est celle de discréditer la CENI. Quand bien même cette CENI est en train de faire des prouesses de jour en jour. Et moi, en tant que politologue, si j'avais la possibilité de conseiller quelqu'un, je dirais, quand vous dites tout le temps à vos sympathisants que la CENI est en train de préparer la fraude, ces gens viendront prendre leur carte d'électeur, mais il n'est pas évident qu'ils vont revenir pour voter, parce que vous les avez démobilisés. Donc, il faut que les gens réfléchissent à ça. Pour terminer, vous avez dit à l'instant, retenez ce qu'on vous avait dit à une période, reposez-moi la question aujourd'hui. Vous dites, avec toute l'assurance possible, que le 20 décembre, il y aura élection. La dernière fois qu'on vous a reçu, c'était au mois de décembre. Vous nous disiez que vous aviez jusqu'à 4-5 mois d'arriérés de paiement. Aujourd'hui, cette assurance, vous l'avez de la tenue du scrutin, du fait que tous ces retards ont été payés. Où en sommes-nous financièrement aujourd'hui avec la CENI? Quand j'ai dit que les élections auront lieu le 20 décembre, je considère la question des finances comme un acquis. C'est-à-dire, dans mes hypothèses, je considère les finances comme un acquis. Pourquoi? Parce que jusque-là, le gouvernement nous a déjà donné près de 600 millions de dollars. Il en reste encore 500. Et on est à quelques mois des élections. J'ai eu une rencontre avec le ministre des Finances. On s'est convenu que d'ici la mi-juin, nous aurons un montant assez consistant pour pouvoir avancer avec les questions. Et avant la fin de l'année, vous aurez les 500 millions encore? C'est tout ce qu'on souhaite. Sans les 500 millions, vous pouvez faire ces élections? Non, ça ne sera pas sans les 500 millions. Nous avons besoin de ces 500 millions. Donc l'État devra débourser un demi-milliard d'ici la fin de l'année, en moins de 6 mois, pour que vous fassiez les élections. Ouais. Monsieur le Président, au-delà des assurances du gouvernement, il y a les prévisions de la CENI. Oui. Parce que là, le train est en train d'avancer. Oui. Et les finances ne doivent pas arriver en retard. Tout à fait. Est-ce que, en fonction de vos prévisions, est-ce que le gouvernement suit vos prévisions? Écoutez, le gouvernement, nous lui écrivons, nous lui parlons, et ils sont conscients que nous sommes non seulement dans l'année électorale, mais nous sommes à quelques mois des élections. Conscients, oui, mais est-ce qu'ils suivent vos prévisions? Ils suivent, sans doute, parce que nous avons des séances avec le ministère du Budget. Bon, ça va. Là, en attendant le financement qui va arriver à la mi-juin, vous êtes à jour? D'une façon générale, il y a... Vous savez que la presse, l'opposition veut peut-être, comme vous dites, être dans le... Mais la presse a besoin de chiffres. Vous avez dit 3-4 mois de retard il y a quelques mois. Aujourd'hui, est-ce que vous êtes à l'heure? Est-ce que vous êtes à jour? Non, mais je n'ai jamais dit qu'on était à l'heure. Je suis en train de dire qu'ils s'organisent justement pour résorber ce retard. Le retard. Donc le retard est toujours là? Le retard est là. Identique au précédent? Pas très différent. Il ne s'est pas aggravé? Il s'est aggravé, oui. Il s'est aggravé, oui. En termes de mois? En termes de mois, il s'est aggravé. Depuis le mois de décembre, vous n'avez pas eu de paiement? Non. On a eu des petits paiements, mais qui ont été résorbés directement dans les dettes. Parce que maintenant, pour faire certaines choses, vous avez vu parfois nos agents temporaires confisquer les machines. Jusqu'aujourd'hui, certains se plaignent. Certains se plaignent. On ne peut pas les payer quand on n'a pas l'argent. Mais aujourd'hui, concrètement, Président, vous êtes à combien de mois de retard? Je n'ai pas compté, mais je peux vous dire que ça peut être autour de 6 mois. 6 mois encore. 6 mois à résorber en 6 mois. Nous sommes au mois de mai, comptez à partir d'octobre, et puis moins quelques soustractions là, bon, voilà. Donc c'est une grande somme. Vous êtes confiant malgré tout? Vous savez, si vous n'êtes pas confiant, si vous n'êtes pas optimiste dans ce type de travail, vous ne ferez jamais un pas. La dernière fois, il y avait 6 mois. Oui. Aujourd'hui, il y a 6 mois, mais vous restez confiant après avoir parlé au ministre des Finances que ça va se résorber? Qu'est-ce que je peux faire d'autre à part être confiant?
peut-être mettre la pression, peut-être en La parler pression, plus. mais je vous dis, quand je dis que j'étais avec le ministre des Finances, nous sommes quel jour? Nous sommes... Le 26 mai. Vendredi. Vendredi, ça fait exactement une semaine. Il y a une semaine. Entre-temps, vous êtes passé à Bruxelles ici, vous avez rencontré l'Union européenne. Est-ce qu'ils sont aussi satisfaits du travail que vous faites? Est-ce que vous leur avez demandé de vous aider financièrement parce que c'est peut-être difficile pour vous? Non, je ne demande pas l'argent. Ici, quand je viens ici, c'est pour parler du processus électoral. Pourquoi? Ouais. Pourquoi ils ne financent pas? Ils financent... ils financent? Ils ne financent pas nous. Ils financent les institutions qui font quelques activités avec nous. Mais, avec vous ou contre vous, d'ailleurs? Parce qu'on voit que, notamment la Cinco, vous dites... Oui, ceux qui travaillent... Non, en fait, il y a plusieurs poches de financement. Il y en a effectivement qui sont là pour nous surveiller, pour voir que nous fassions bien notre travail. Mais vous venez leur dire quoi? Qu'est-ce que vous avez à leur justifier? Non, ça, on ne se justifie pas. Ça, c'est des échanges que nous avons. Il se fait que c'est quand même un grand partenaire du pays. Il n'y a pas que les élections. La collaboration entre l'Union européenne et la RDC va au-delà des élections. Mais vous, c'est les élections. De quoi parlez-vous avec eux? Mais c'est des questions. Vous voyez, les élections sont liées à la sécurité, sont liées à beaucoup de choses. Et quand il y a une occasion d'en parler, on en parle. D'autant plus que beaucoup des membres de la société civile passent leur temps à parler de nous à mal. Oui, mais vous leur avez dit quoi? Vous leur avez donné toutes les assurances, les élections auront lieu? Moi, j'essaie désormais de parler par les actes. Je leur montre les actes. Eux-mêmes peuvent voir. Ils nous l'ont dit. Quand nous présentions notre calendrier électoral, ils n'y croyaient pas. Mais aujourd'hui, ils sont impressionnés. Est-ce qu'on est à ce point obligé de se justifier auprès de ces Blancs? Moi, je pense que parce que même mes amis africains me posent des questions. Ils me disent, Denis, nous apprenons ceci chez vous. Qu'est-ce qui se passe? Je leur donne des explications. Donc, je fais la même chose avec les partenaires de notre pays. Je pense pas... parce que, en fait, sinon, si je ne le fais pas, c'est toujours ce message erroné, délibérément erroné, qui va continuer à faire... Mais vous n'êtes peut-être pas obligé à ce point de vous déplacer vers les États-Unis, vers l'Europe, pour aller dire ce que vous faites. Non, je ne pars pas que pour ça. Je fais d'une pierre deux coups. Je fais d'une pierre deux coups, mais retenez une chose. Vous savez, les médias internationaux sont dominés par certains pays. Ce n'est pas par la RDC. Ce que nous écrivons en RDC, ce que nous disons en RDC parfois ne compte pas aux yeux de certaines personnes. Ce n'est peut-être pas... Si j'ai l'occasion de parler aux internationaux, c'est parce que je ne le fais pas pour la personne de Denis Kadima, je le fais pour le pays. Parce que si on vous donne l'impression que votre pays va mal, vous n'aurez pas des investisseurs. Nous avons aussi une responsabilité en tant que CENI. Je comprends, Président, mais au-delà de vous et de votre personne ou de votre mandat, c'est peut-être la conception que les Congolais ont de ces élections. Ça veut dire que si les Blancs ne valident pas, ça ne passe pas. Mais avant posez la question à la Cinco, par exemple. Ils sont tout le temps à Washington, ils sont tout le temps à Bruxelles. Qu'est-ce qu'ils racontent à nos bailleurs par rapport au processus électoral? Raison pour laquelle la CENI passe partout. Elle restaure la vérité. C'est important parce que, vous savez, il y va de l'image du pays. Le pays est en guerre, le pays fait face à des difficultés. Si on me dit, mais à l'occasion de votre visite, est-ce que vous pouvez nous voir? Je dis, mais pourquoi pas? Et je vais là-bas, je présente les choses telles que nous les voyons, telles qu'elles se passent. Mais nous ne pouvons pas donner le flanc à des critiques qui, à la fin, projettent notre pays comme négativement. Ils sont rassurés aujourd'hui? Si nous pouvons faire... Ah, bien sûr, parce que le travail que nous avons fait est un travail de qualité. Les experts, vous savez... C'est ce qu'ils vous ont dit ou c'est ce que vous vous dites? Eux-mêmes disent ceci. Oui. Ils n'y croyaient pas. Mais quand ils voient comment nous travaillons, l'énergie que nous y mettons, l'intelligence, les perfections que nous apportons, et même le fait que l'Union européenne va envoyer une mission exploratoire la semaine prochaine parce qu'ils veulent venir observer nos élections. Nos observateurs nationaux ont l'accréditation de long terme. Aujourd'hui, ils peuvent venir voir tout ce que nous faisons. Moi, je pense que c'est important que ces personnes aient aussi notre point de vue. Parce que même quand ils viennent dans notre pays, ils vont nous poser des questions. En tant qu'observateurs, nous devons y répondre parce que sinon, moi, je ne vais pas laisser le flou persister, les stratégies du chaos prédominer pendant que nous sommes en train de contribuer à... Nous faisons un effort pour que nous ayons des meilleures élections
d'aller de cycle en cycle en organisant des meilleures élections dans le pays. La Senco et les CC ont également cette accréditation à long terme, selon ce que j'ai appris. Mais est-ce qu'ils viennent? Est-ce qu'ils viennent vers la CENI régulièrement? Est-ce que vous leur ouvrez régulièrement vos portes? Ils ont demandé de nous voir. Parce qu'on a l'impression que vous êtes tout le temps en désaccord. On est en désaccord parce que je vais vous donner un exemple. Je sais que nous sommes à la fin de l'émission. La Senco nous a envoyé une série de questions après avoir été à nos journées portes ouvertes. Ils nous ont posé une série de questions. Nous y avons répondu, mais quand ils ont sorti leur rapport, ils n'ont pas tenu compte de ces réponses. Moi, j'aimerais comprendre pourquoi on n'a pas tenu compte des réponses. C'était des questions pointues et nous avons donné des réponses exactes et précises. Ils sont des mauvaises foi? Je ne sais pas. Mais je me pose la question quand je verrai Abbé Chole, je vais lui poser la question parce que je lui ouvre toujours ma porte, parce que je suis persuadé qu'avec leurs remarques, nous améliorons le processus. Au début, ils ont fait beaucoup de remarques. Nous avons tenu compte de ça. Mais quand ils nous posent des questions, et nous y répondons par écrit. 2-3 jours après, ils sortent leur rapport. Et le rapport fait fi complètement. Il ne fait pas mention de ces réponses-là. Je me pose des questions. Merci beaucoup, Monsieur Denis Kadima, d'avoir participé à cette émission. Merci Thierry Kamboundi. C'était donc ici à Bruxelles, édition spéciale avec le président de la Commission électorale nationale indépendante. Prochain rendez-vous très bientôt avec vous, la CENI, pour faire le point de déploiement des kits, déploiement, on verra. Il avait dit prochain rendez-vous BRTC. Bureau de réception et de traitement des candidatures. Exactement. Merci à vous et à très bientôt, Monsieur Kadima. Merci beaucoup.